Est-ce que ça t'arrive de réaliser, juste après avoir fait des emplettes, que tu n'avais pas vraiment besoin de tout ce que tu as acheté, que ces achats impulsifs ne font qu'ajouter du désordre, transformant ton espace de vie en un lieu de complexité plutôt que de sérénité? Est-ce que tu as chez toi des objets jamais déballés, des vêtements qui dorment encore dans les placards, encore avec les étiquettes, ou encore des objets qui prennent la poussière sans réelle fonction? Je te rassure tout de suite, tout le monde a déjà fait des erreurs en achetant quelque chose. Mais si on essayait de changer ça, ou au moins de faire moins d'erreurs d'achat, nous sommes nombreux à tomber dans le piège des achats impulsifs, souvent poussés par nos émotions, le marketing habile ou de simples pulsions d'achat. Mais si je te disais qu'il existe une manière de résister à ces pulsions, de déjouer les pièges du marketing et de réaligner tes achats avec tes réels besoins? Aujourd'hui, je te guide vers des achats plus minimalistes. Tu vas libérer de l'espace chez toi, mais aussi alléger ton esprit. Et devine quoi? Ton portefeuille va aussi te dire merci. Imagine si tu utilisais régulièrement chaque objet de ta maison sans gaspillage ni regret. Prépare-toi à découvrir comment maîtriser tes pulsions d'achat, comprendre l'impact émotionnel et le marketing derrière tes désirs de consommer et surtout comment des outils pratiques peuvent transformer ta manière d'acheter. Je vais te parler de quelques concepts qui sont importants à comprendre, dont on n'a souvent pas conscience. Je sais que tu veux sûrement aller directement aux outils pratiques. Je te mettrai le timing ici ou en description. Mais prends le temps d'écouter attentivement. C'est important de comprendre les mécanismes que l'on met en place derrière chaque achat. Alors, commençons par pourquoi consommer nous procure du plaisir. L'acte d'acheter déclenche une réaction chimique dans notre cerveau. C'est la même réaction que celle ressentie quand tu manges du chocolat ou quand tu tombes amoureux. Cette réaction, elle est due à la dopamine, un neurotransmetteur lié à la récompense et au plaisir. Mais cette dopamine, elle repart aussitôt arrivée. Et c'est ça le problème. Le bonheur que tu ressens quand tu achètes une nouvelle paire de chaussures, il est éphémère parce que notre cerveau s'adapte très rapidement à la nouveauté. Et plus tu achètes, plus le plaisir diminue rapidement. Et ça nous laisse dans un état de recherche constante de la prochaine source de satisfaction. Et en plus, on a tendance à mettre la barre toujours plus haute. On veut toujours quelque chose qui nous plaît encore plus. Si je prends l'exemple de l'achat d'une robe, au moment où tu sors ta carte bancaire, la promesse de te sentir belle, désirable est irrésistible. Il te la faut, c'est la robe idéale. Mais quand ça y est, tu as ta robe chez toi, dans ton placard, l'effet de nouveauté, il est passé. Et la robe perd de son attrait. Tu es déjà à la recherche d'une nouvelle robe pour ressentir encore cette sensation, cette excitation lors d'un nouvel achat. C'est la poursuite sans fin du bonheur matériel. Mais pourquoi c'est si dur de résister à nos pulsions d'achat? Nos pulsions d'achat sont exacerbées, amplifiées dans les moments de vulnérabilité émotionnelle. En gros, c'est souvent quand tu es triste ou contrarié et que tu veux te changer les idées. Le marketing exploite ces fenêtres d'opportunité en nous présentant des produits qui vont nous promettre de régler nos problèmes ou qui vont même nous en inventer des problèmes pour qu'ils puissent nous vendre la solution miracle. La tablette de chocolat, vendue comme un moyen de s'évader de la pression quotidienne, joue sur notre désir instantané de soulagement. Oui, c'est un tout petit achat. C'est un exemple de la manière dont nos émotions façonnent nos comportements d'achat, souvent sans notre pleine conscience. Alors, pourquoi les achats sont reliés à nos émotions? Les achats, ils servent souvent de mécanisme pour gérer nos émotions, que ce soit pour récompenser ou pour consoler. Il y a un lien qui se crée entre nos achats et nos émotions et ça rend certains objets chargés de sens bien au-delà de la valeur réelle ou pratique de l'objet. Je te donne l'exemple de l'achat de la montre de luxe pour célébrer par exemple une promotion. C'est pas juste un acte de récompense personnelle. C'est aussi une manière de rendre réel le succès et de le partager socialement. Donc de faire voir aux autres en gros notre réussite. J'ai aussi envie de te parler des objets de marque. Acheter un objet de marque dépasse souvent le simple achat d'un produit pour sa qualité ou son utilité. C'est aussi un moyen d'exprimer son appartenance à une certaine catégorie sociale. C'est s'identifier à un groupe dont les valeurs ou le style de vie nous attirent ou nous inspirent. Les marques, elles ne vendent pas seulement des produits, elles vendent des histoires, des idéaux et des identités. Et je peux le dire, elles vendent du rêve. Si on reprend l'exemple de la montre,
quand on porte une montre de luxe, ce n'est pas juste une question de goût personnel pour la précision horlogère. Non, c'est pour montrer d'une certaine façon que l'on a réussi. On a en nous un besoin fondamental d'appartenance et de reconnaissance sociale. Et c'est pas mal, il n'y a pas de jugement dans mes propos, c'est normal. Les marques l'ont bien compris et elles en profitent un max. Elles créent des communautés autour de leurs produits. Pourquoi tu crois que les budgets pubs sont aussi astronomiques ? Parce que ça nous suggère qu'en achetant ces objets, on gagne aussi une part de l'identité collective qu'elles représentent. C'est une manière de dire « moi aussi, j'appartiens à ce groupe et je fais partie des leurs ». C'est bien sûr inconscient et je le répète, il n'y a rien de mal là-dedans. Imaginons que tu achètes le dernier téléphone d'une marque populaire. Au-delà de ses fonctionnalités, choisir cette marque te connecte à un groupe de personnes qui valorisent l'innovation, le design et un certain statut social. C'est comme si, en possédant ce téléphone, tu adhérais à un club exclusif où chaque membre partage un signe de reconnaissance mutuelle. L'exemple parfait, ce sont les ados qui veulent s'habiller en Nike. Et je sais de quoi je parle, j'en ai un à la maison. Une simple virgule leur fait se sentir appartenir à un groupe. Alors il est important de se demander si l'envie d'acheter un produit de marque est motivée par un désir réel pour l'objet lui-même ou par la recherche d'acceptation et d'admiration de la part des autres. Mais il faut faire attention et bien se mettre dans la tête que les biens matériels ne définissent pas qui nous sommes. Nos actions, nos passions et nos relations ont une empreinte bien plus profonde sur notre identité véritable. Alors je suis bien placée pour t'en parler parce que j'adore les marques. Je le répète, j'adore les marques. L'image de la beauté, de la rareté qu'elles véhiculent, ça me fascine. J'aime les beaux objets qui sont qualitatifs. Et les grandes marques ont le budget pour nous faire ressentir ce sentiment de rareté et de beauté. Et en plus, pour en rajouter une couche, j'adore la nouveauté. J'aime bien essayer les nouvelles sorties, alors tu te doutes bien que c'est carrément contradictoire avec le minimalisme. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours simple. Et c'est pour ça que mes achats sont de plus en plus réfléchis et que je prends du temps pour acheter quelque chose. En achetant moins, je m'autorise à acheter mieux. Alors pour moi, c'est vrai, ça veut dire acheter plus de marques, mais j'aime ça. Et d'ailleurs, nos anciens, ils disaient bien qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter bon marché. Et je crois qu'ils avaient tout compris. Mais il faut aussi dire qu'ils n'étaient pas tentés à l'époque par tout ce qui est à disposition en un seul clic. Mais je te le redis, on a le droit de se faire plaisir. Bon, pour acheter mieux, il va falloir essayer de déjouer les techniques de marketing. Le marketing utilise des techniques psychologiques sophistiquées pour influencer nos décisions d'achat. On le sait. Les promotions toujours plus alléchantes, les cadeaux offerts ou la stratégie des offres limitées créent une pression temporelle, exploitant notre peur de rater une opportunité unique. Et ça marche bien sur moi, mais j'y travaille. Ça nous pousse à agir rapidement et on a moins le temps de réfléchir et on finit par cliquer et acheter. Est-ce que tu savais ou est-ce que tu avais conscience que le simple fait d'acheter, c'était un peu comme une drogue? Plus on achète et plus on a de dopamine et plus on recherche encore ce petit plaisir. J'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu en penses dans les commentaires. C'est vrai que je me pose de plus en plus de questions quand j'achète, mais pour la plupart des gens, c'est devenu automatique. C'est ça qui est dangereux en fait. C'est malheureusement ce que les marques veulent, que tu achètes sans réfléchir par un coup de cœur qui n'en sera plus un demain. Bon ok, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement alors pour acheter mieux ? Après avoir parlé du lien entre nos émotions, des pulsions d'achat et des stratégies de marketing, il est temps de se pencher sur les outils pratiques qui peuvent nous aider à consommer de manière plus consciente. La méthode Bisou est une approche minimaliste pour faire des achats plus en conscience. Tu connais peut-être la méthode Bisou conçue par Marie Dubois, qui est un bon point de départ. Elle nous encourage à nous poser des questions fondamentales avant chaque achat. Alors on va avoir le B de besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet ou est-ce juste une envie passagère? Le I pour immédiat. Ai-je besoin de cet objet tout de suite ou est-ce que je peux attendre? Le S pour semblable. Ai-je déjà quelque chose qui peut remplir la même fonction chez moi? Ensuite, on a le O de origine. Connais-tu l'origine de cet objet, sa durabilité ou son impact environnemental? Et enfin, le U de utile. Cet objet sera-t-il utile sur le long terme? En gardant ces questions en tête, tu pourras faire des choix plus éclairés qui résonnent avec tes valeurs personnelles et contribuer à un mode de vie plus minimaliste. Même si moi je n'utilise pas tel quel cet acronyme qui fonctionne très bien, encore faut-il s'en rappeler, donc je devais quand même t'en parler. Mais moi, je te conseille de faire deux choses. Pas compliqué, mais c'est essentiel, l'un ne va pas sans l'autre. Tu dois faire un budget
et une liste d'achat. Et pour commencer, je te conseille déjà de regarder sur les 3 ou 6 derniers mois comment sont réparties tes dépenses. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais déjà, fais le total de tes différents postes de dépenses. Tu verras, c'est une prise de conscience immédiate des sommes que tu dépenses pour, par exemple, la décoration ou les vêtements ou le maquillage. Quand on a commencé à faire nos comptes à la maison, on s'est aperçu de la somme que l'on dépensait chaque mois pour acheter du pain. C'était plus de 50 €. Jamais j'aurais pensé ça. Mais le pain aux céréales, aux pavots, etc., à la fin, ça fait un vrai budget et ça monte encore plus vite quand tu prends des pains au chocolat, des petits gâteaux. Ce qui est important, c'est pas vraiment la somme finale en fait. Ça va dépendre bien sûr de ton niveau de vie. Mais c'est de faire la comparaison avec ce que tu imaginais dépenser et la réalité. Honnêtement, j'aurais dit à peu près 20 € pour mon pain, maximum. Donc très souvent, il y a un grand fossé entre la réalité et ce que tu pensais dépenser. Ensuite, fais-toi une estimation de la somme que tu aimerais dépenser chaque mois pour chaque catégorie. Alors, à peu près, et au fur et à mesure, tu vas avoir des mois, tu vas sûrement devoir ajuster les sommes. Tu peux utiliser bien sûr des applications pour t'aider dans la gestion ou simplement un carnet pour suivre tes dépenses. Moi, j'utilise simplement l'application de ma banque, ça me suffit. Pas la peine de trop compliquer les choses. Mais après, tu verras, tu achèteras beaucoup moins et tu n'en auras plus besoin de toutes ces applications. Le plus important, c'est d'avoir la somme finale à la fin pour bien prendre conscience de ce que ça te coûte d'acheter quelque chose chaque mois. Ensuite, avant de te rendre en magasin ou de naviguer sur des sites d'achat en ligne, prends le temps de rédiger une liste d'achats essentiels. Ça va te permettre de faire la différence entre tes besoins réels et les désirs éphémères. Et tu vas réduire drastiquement tes achats impulsifs parce que finalement, des besoins réels, on n'en a pas tant que ça. Donc tu vas mettre en place tes critères de sélection à toi. Tu peux t'aider de la méthode Bisou par exemple. Et moi, je vais te donner les miens, mais tu peux bien sûr les adapter. Comme je l'ai dit, la première case à cocher, c'est de savoir si c'est un besoin ou une envie. Et là, il va falloir être honnête, parce que la plupart de nos achats sont plus des envies que des besoins réels. Tu as le droit, bien sûr, d'acheter ce qui te fait envie. Là, je parle bien dans le cadre d'un achat minimaliste, donc d'acheter moins, mais mieux. Ensuite, il y a 3 questions essentielles pour moi. Est-ce que cet objet va me faciliter la vie? Est-ce qu'il est pratique, donc? Tu le sais, on est tous feignants par nature. Le but, c'est de simplifier ton quotidien, pas de le surcharger encore un peu plus. Prends en compte l'encombrement de l'objet, de l'endroit où tu vas devoir le stocker, du rythme de nettoyage de l'objet. Si ça te fait gagner 10 minutes, mais que tu mets 20 minutes à nettoyer l'objet, le calcul, il n'est pas bon. Ensuite, deuxième question, est-ce que cet objet va me durer longtemps? Est-ce que je vais avoir besoin de le remplacer souvent? Moins je passe de temps à acheter ou à chercher un nouvel objet, plus j'ai de temps pour autre chose. Et bien sûr, si je dois acheter moins souvent, au final, je gagne de l'argent. C'est le moment idéal de placer mon exemple de la couette que vous aimez bien. J'en ai qu'une seule et je l'ai changée il n'y a pas longtemps après beaucoup de réflexion. J'ai choisi une housse en satin de coton qui est venue remplacer ma housse de couette en lin que j'adorais et que j'ai gardée 6 ans. J'ai longtemps comparé et cherché ce qui me correspondrait parfaitement. J'y ai mis un certain prix certes, mais je sais que c'est pour quelques années et que je ne suis pas prête de la changer. Elle correspond à tous mes critères et si tu veux en savoir plus, je t'en parle dans cette vidéo que je te mettrai en description. Ensuite, est-ce que cet objet est beau? Est-ce qu'il me plaît et est-ce qu'il s'intègre bien chez moi? Pour moi, l'esthétique, c'est très important. Et si pour toi, ça ne compte pas, c'est ok. Avant, je privilégiais l'aspect pratique d'un objet. Maintenant, je vais un peu plus loin. Moi, j'aime quand je prends plaisir à regarder autour de moi. Je t'ai parlé du compte Instagram de la rangeuse dans une de mes dernières vidéos. Elle m'inspire pour que j'aille encore plus loin dans le beau. Avant, oui, j'y faisais attention, mais surtout pour les objets qu'on voyait, pas pour ceux qui étaient cachés dans les tiroirs. Mais maintenant, je pousse le truc jusque dans mes placards. Alors, je vais pas racheter de beaux rangements pour toute ma maison, mais petit à petit, quand je dois remplacer des objets, je fais attention à ce qu'ils s'intègrent bien chez moi et qu'ils me plaisent vraiment. Alors, je vais résumer avec 3 mots. Est-ce que cet objet que tu veux acheter est pratique, durable et beau? Si la réponse à l'une de ces questions est non, repose l'objet ou tu le supprimes de ton panier. C'est aussi simple que ça. Bon, en vrai, c'est pas toujours aussi simple, mais quand on adopte ces critères, tu te protèges contre les achats impulsifs qui semblent bons sur le moment mais qui s'avèrent être des erreurs coûteuses à la fin. Et retiens bien qu'une fois que tu as trouvé ce qui te correspond parfaitement, tu n'auras plus envie d'acheter autre chose.
Alors oui, bien sûr, il y a aussi le prix à prendre en compte selon ton budget. Si par exemple tu as trouvé l'objet parfait qui correspond à tous tes critères, mais qui est malheureusement trop cher pour toi, est-ce que tu peux attendre de mettre des sous de côté pour t'offrir l'objet parfait? Il faudra faire des concessions de temps en temps, j'en suis bien consciente. Et enfin, une dernière étape, s'accorder une période de réflexion avant de finaliser un achat. Si tu ressens l'impulsion d'acheter quelque chose, et donne-toi une bonne semaine ou plus, c'est encore mieux pour y réfléchir. Souvent, tu constateras que l'envie d'acheter diminue avec le temps. Ça te permettra de prendre une décision plus rationnelle. Et d'ici là, c'est fort possible que tu aies trouvé une autre solution de remplacement avec les objets que tu as déjà en ta possession. Je vais te donner un dernier exemple. Je filme pas mal sur Insta ou sur Pinterest et je voulais trouver des jolies bouteilles pour mon huile et pour le caramel que l'on met dans notre café. Déjà, ça me prend du temps parce que je veux pas me tromper et acheter une bouteille, donc je vais vite me lasser. Ensuite, j'hésite entre deux modèles, mais je me laisse le temps de la réflexion, ce n'est pas un produit essentiel. Et puis sur Instagram, j'échange avec une abonnée qui m'envoie gentiment des photos du avant-après de sa cuisine et là je vois les bouteilles en question. Alors j'en profite pour lui demander si elle en est contente. Le retour est assez mitigé. Ah là je me dis ok, j'achète pas. En plus, si je suis honnête avec moi-même, c'est vraiment par flemme d'ouvrir mon tiroir parce qu'au final, ma bouteille d'huile, elle est bien mieux cachée dans mon tiroir qu'à traîner sur mon plan de travail. Et de deux, c'est juste parce que je les vois partout dans les décos en ce moment. Donc je suis vraiment trop influençable. Alors peut-être que je me laisserai tenter un jour, mais pas aujourd'hui. Alors affaire à suivre. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que toi tu aurais fait et comment tu gères tes achats. Est-ce que tu avais déjà pensé à tout ça avant d'acheter? Parce que ces stratégies, une fois adoptées, elles peuvent transformer profondément ton rapport à l'achat pour une vie plus minimaliste et alignée avec tes valeurs. Alors non, tu n'es pas obligé de suivre ce processus pour chacun de tes achats, surtout pas. Et oui, tu vas encore faire des erreurs, mais de moins en moins souvent, ça c'est certain. Si tu es encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je veux vraiment avoir ton avis en commentaire et dis-moi si ce genre de vidéo te plaît. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!